Eh bien, pour vous parler de inhibition et angoisse, de ces deux concepts, je suis naturellement retournée lire le livre de Freud qui est paru en 1926, Inhibition, symptômes, angoisse, qui est un peu le livre de référence si on s'intéresse à ces questions. La première distinction que Freud fait, c'est celle entre l'angoisse et la peur. Freud insiste beaucoup sur le fait qu'on a peur de quelque chose. L'objet est donc très clair. Alors que, en ce qui concerne l'angoisse, l'objet est, selon Freud, indéterminé. Donc il n'est pas conscient. Un autre point sur lequel Freud insiste, c'est celui du signal. Au fond, l'angoisse, c'est un affect qui s'éprouve dans le corps, sans que le sujet ne puisse consciemment y rapporter un objet, comme je le disais, et c'est un signal qui incite le sujet à éviter un réel. Donc c'est un signal qui permet d'éviter, au fond, quand je dis un réel, c'est une situation de danger, sans pour autant que l'objet du danger ne soit clair et conscient pour la personne. Alors Freud fait tout un travail de recherche clinique et théorique, et il remonte à l'origine du nouveau-né pour expliquer l'angoisse. Il la corrèle originairement à la naissance, au moment où le bébé vit une détresse respiratoire, une défaillance respiratoire et une modification du rythme cardiaque, qui sont d'ailleurs des phénomènes somatiques typiques de l'angoisse. Et en latin, l'étymologie du mot angoisse est la suivante, ça vient donc du latin et ça vient de angustiae qui veut dire étroitesse. Le tout premier danger, c'est donc un danger de séparation. Alors Freud va décliner différentes étapes. L'étape suivante que le bébé va rencontrer après la naissance, c'est l'angoisse face au danger de la perte de l'objet, donc face au danger de la perte de la mère, qui est au fond sa condition de vie et même de survie. Freud continue à décliner et l'objet de l'angoisse va évoluer à la phase phallique en angoisse de castration, une angoisse qui est donc liée à la séparation de l'objet. L'objet de l'angoisse a donc changé et le danger à la phase phallique, explique Freud, est celui de la séparation de l'organe génital. L'étape suivante, provoquée par la puissance du surmoi, est celle où le danger devient plus indéterminé. On parlait tout à l'heure d'un objet indéterminé, là ça se concrétise. L'instance parentale dont l'enfant redoutait la castration devenant plus impersonnelle, le danger lui-même prend une forme plus indéterminée. Et de l'angoisse de castration, on voit émerger une angoisse plutôt qu'on pourrait qualifier de morale, sociale. Ce que redoute le sujet en situation d'angoisse, n'est finalement plus du tout aisé à cerner. Pourtant, Freud s'y efforce et il conclut que c'est à la colère, à la punition du surmoi, à la perte de son amour que le moi donne valeur de danger, et c'est à elle qu'il répond par le signal d'angoisse. La forme ultime que prend cette angoisse, dit Freud, cette angoisse devant le surmoi donc, est l'angoisse de mort. Tout ce développement que je viens de faire en reprenant Freud est déployé à la page 63-64 de ma version, en tout cas dans le chapitre 8 du texte Inhibition, symptômes, angoisse. Freud clôture ce chapitre par un lien préférentiel qu'il établit entre les conditions d'angoisse et la structure. Il réfère à l'hystérique comme condition d'émergence de l'angoisse le danger de perte d'amour, à l'obsessionnel la punition toujours planante du surmoi, et au phobique la menace de castration. Pour Freud donc, l'angoisse est un signal devant un danger extérieur menaçant mais pas clairement déterminé. En son fond, elle est angoisse de réel. Ces deux caractéristiques essentielles sont l'indétermination et l'absence d'objet. Freud avance et en fin de texte, il relève que l'angoisse est en relation avec le danger extérieur, mais aussi avec la névrose. Il va distinguer l'angoisse devant un danger réel et l'angoisse névrotique qui se spécifie précisément de ceci. C'est une angoisse devant un danger que nous ne connaissons pas, interne au sujet. Pour Freud,
c'est un danger pulsionnel, cette angoisse interne, cette angoisse devant un objet interne plutôt. Par exemple, lorsqu'une satisfaction sexuelle est sans cesse repoussée, le moi se trouve alors confronté à une accumulation libidinale, pas employée, pas satisfaite, qui fait place à l'anxiété, voire à l'angoisse. Voilà pour ce qui est de l'approche de l'angoisse de Freud. Encore ceci, puisque le thème c'est angoisse et inhibition, il faut dire que l'angoisse induit la formation de symptômes et produit un évitement de certaines situations et par là la suppression des situations de danger. Ce processus particulier, Freud le nomme inhibition. Il développe la question de l'inhibition dans les chapitres 1 à 6 de Inhibition, symptômes, angoisse. Et l'inhibition, c'est un empêchement, c'est un blocage, même voire un arrêt d'un processus psychologique. Et cet arrêt, cet empêchement, fait finalement obstacle à la prise de conscience, à l'expression, à la manifestation, au développement de certains phénomènes psychiques. Donc au fond, on peut dire, pour faire court, qu'à l'angoisse répond l'inhibition. L'inhibition, le fait de douter, de s'empêcher, tout ça, c'est une manière d'éviter des situations qui pourraient être angoissantes. Alors Lacan, maintenant, reprendra les avancées de Freud et en fera une lecture toute personnelle, comme toujours, avec Lacan. Personnelle, pourquoi? Parce qu'il va renverser littéralement le point de vue sur la perte de l'objet. Pour aborder la lecture de Lacan, je vous propose de partir du séminaire nommé L'angoisse, qu'il a donné en 62-63, et plus particulièrement du chapitre 4, intitulé Au-delà de l'angoisse de castration, précisément. Lacan reprend donc Freud, et je vous lis ce qu'il en dit, à la page 66 de ce séminaire. Dans ISA, Inhibition, symptômes, angoisse, Freud nous dit, ou a l'air de nous dire, que l'angoisse est la réaction signale à la perte d'un objet. Il énumère perte qui se fait en bloc à la naissance du milieu utérin, perte éventuelle de la mère, considérée comme objet, perte du pénis, perte de l'amour de l'objet, perte de l'amour du surmoi. Vous repérez la déclinaison des pertes qui, selon Freud, génèrent l'angoisse. Eh bien, Lacan va se saisir de cette déclinaison pour en renverser la perspective. Lacan s'emploie à démontrer que l'angoisse n'est pas le signal d'un manque, mais plutôt qu'elle surgit au défaut de l'appui que donne le manque. L'angoisse surgit quand le manque vient à manquer. Alors, reprenons avec Lacan les différentes étapes en question, notamment celle de la relation de l'enfant à la mère, au stade génital, au surmoi, etc. Lacan dit que ce n'est pas la nostalgie du sein maternel qui engendre l'angoisse, mais son imminence. Alors, je vais carrément prendre un passage du séminaire L'angoisse, parce qu'il est, je n'y résiste pas, il est très clair et pas très long, donc c'est une bonne vingtaine de lignes. Et il reprend ces différents stades et il renverse donc la perspective. Ce qui provoque l'angoisse, c'est tout ce qui nous annonce, nous permet d'entrevoir qu'on va rentrer dans le giron. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, le rythme ni l'alternance de la présence-absence de la mère. La preuve en est que ce jeu, présence-absence, l'enfant se complaît à le renouveler. La possibilité de l'absence, c'est ça, la sécurité de la présence. Ce qu'il y a de plus angoissant pour l'enfant, c'est justement quand le rapport sur lequel il s'institue, du manque qui le fait désir, est perturbé. Et il est le plus perturbé quand il n'y a pas de possibilité de manque, quand la mère est tout le temps sur son dos, et spécialement à lui torcher le cul, modèle de la demande qui ne saurait défaillir. À un niveau plus élevé, au temps suivant, celui de la prétendue perte du pénis, de quoi s'agit-il? Que voyons-nous du début de la phobie du petit Hans? On met un accent qui n'est pas bien centré sur le fait que, soi-disant, l'angoisse serait liée à l'interdiction par la mère des pratiques masturbatoires, vécue par l'enfant comme présence du désir de la mère s'exerçant à son endroit.
Mais qu'est-ce que nous apprend ici l'expérience sur l'angoisse dans son rapport avec l'objet du désir? Si ce n'est que l'interdiction est tentation. Il ne s'agit pas de perte de l'objet, mais de la présence de ceci, que les objets, ça ne manque pas. Passons à l'étape suivante, celle de l'amour du surmoi, avec tout ce qu'il est censé comporter dans la voie dite de l'échec. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que ce qui est craint, c'est la réussite. C'est toujours le « ça ne manque pas ». Ce que Lacan repère donc, c'est que l'angoisse surgit quand ça ne manque pas. Il dira aussi que la véritable substance de l'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas. Pour Lacan, l'angoisse, il souligne la formule qui vient de Freud, est angoisse devant quelque chose. Ça, c'est Freud qui a avancé « Angst vor etwas ». Mais Lacan récuse le côté indéterminé de cet objet. En fin de séminaire, Lacan avance une affirmation complexe quant à l'angoisse, avec le concept de l'objet A, qui est une réelle invention, qui est son invention, sa découverte. Le danger, dit Lacan, donc le danger auquel l'angoisse réagit. Le danger en question est lié au caractère de cession du moment constitutif de l'objet A. C'est complexe. Impossible de développer ici ce chapitre vraiment long et compliqué. C'est le chapitre 24 du séminaire, mais je vais l'introduire. L'angoisse, nous dit Lacan, se rapporte au désir de l'autre. La question inconsciente que le sujet se pose et qui l'angoisse est « que suis-je » Quel objet A suis-je pour le désir de l'autre? Un point essentiel qui réunit Freud et Lacan quant à l'angoisse originaire est celui de la naissance, dont le trait repéré par Lacan, c'est celui de l'intrusion. Le trauma, nous dit Lacan, est lié à la suffocation, puis à l'intrusion de l'air dans les poumons. Intrusion radicale de quelque chose de si autre. Page 378. Aspiration en soi d'un milieu foncièrement autre. Voilà le trauma de la naissance. L'altérité n'est-elle pas une caractéristique de l'objet A? Oui, à propos du manque qui manque, cette formule quand même énigmatique, le manque, et c'est là que l'angoisse surgit. J'ai repensé à une courte vignette clinique. Je recevais dernièrement une patiente qui me parlait de son fils très difficile et particulièrement difficile quand elle essaye de passer un temps privilégié avec lui, de lui offrir un cadeau, de vraiment passer du temps avec lui, d'être généreuse, me disait-elle, et qu'à ce moment-là, il devient infernal et qu'elle ne savait plus comment faire à ce moment-là. Et elle me disait qu'elle voyait qu'à ce moment-là, vraiment, il avait besoin de bords. Et que si elle mettait des bords, j'entendais des limites, alors vraiment, il se calmait. Donc j'ai souligné que, ben oui, il faut mettre des bords à cet enfant. Après, il paraît clair que ça rejoint cette formule, qu'au fond, quand le manque vient à manquer, cet enfant devient infernal. Il lui faut du manque. Il ne faut pas trop offrir, pas trop donner, il faut du manque. Sinon, l'angoisse surgit.